mon oncle m'a légué sa maison de plage, puis mes parents ont décidé quelle devrait être la leur. Ils ont essayé de modifier l'acte de propriété, l'ont mise en vente et m'ont dit de déménager. Ils supposaient que je ne riposterais pas, mais je l'ai fait. Je m'appelle Vivienne Dupont et j'ai 27 ans. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à écrire quelque chose comme ça parce que, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la silencieuse de ma famille, celle qui acceptait les choses, gardait la tête baissée et ne discutait pas trop. Mes parents ont toujours eu de fortes personnalités, et mon frère aîné s'épanouissait sous leur attention, comme s'il était fait pour les projecteurs et les applaudissements. Je n'étais pas maltraité ouvertement, pas d'une manière qui fait des histoires dramatiques à table, mais j'avais toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être simplement toléré. Comme si, en restant assez petite, je ne gênerais pas. Cette dynamique m'a suivi tout au long de mon enfance, du lycée et même à l'âge adulte, et je ne l'ai pas remise en question parce que lorsque quelque chose est normal depuis assez longtemps, on arrête d'imaginer que cela pourrait être différent. La seule personne qui m'ait jamais donné l'impression d'être vraiment vu était mon oncle, le jeune frère de mon père, oncle Robert. Il était différent, décontracté, drôle, et d'une certaine manière, il savait toujours exactement quand j'avais besoin de parler à quelqu'un, comme s'il pouvait lire le silence en moi comme d'autres lisent le bruit. Il vivait sur la côte dans cette magnifique vieille maison de plage qu'il possédait depuis des décennies, et quand j'étais enfant, les étés là-bas étaient le moment fort de mon année. Alors que mes parents étaient généralement trop occupés par le travail ou trop concentrés sur les réussites de mon frère, oncle Robert m'emmenait à la pêche. M'apprenait à surfer ou s'asseyait avec moi sur la terrasse pendant que le soleil se couchait pour parler de la vie comme si c'était quelque chose que nous avions le droit de comprendre à notre propre rythme. Dans cette maison, je n'étais pas l'enfant en arrière-plan. J'étais juste Vivienne, et c'était suffisant. En grandissant, nous sommes restés proches. Même pendant mes études universitaires, même lorsque je faisais des petits boulots et que je luttais pour trouver ma place dans le monde, il ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas assez bien. Il croyait en moi d'une manière que mes parents n'ont jamais faite, et je n'avais pas réalisé à quel point je dépendais de cela jusqu'à ce qu'il soit parti. Quand il est décédé, cela m'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu, comme si le perdre signifiait perdre la seule personne de ma famille qui avait toujours été fermement dans mon camp. Le chagrin n'était pas bruyant au début. C'était calme et lourd, comme du sel dans l'air, comme si l'océan lui-même s'était infiltré dans mes poumons. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce qui est arrivé ensuite. À la lecture de son testament, il s'est avéré que l'oncle Robert m'avait légué sa maison de plage. Pas à mes parents, pas à mon frère, à moi. Un endroit évalué à plus de 1,1 million d'euros. Et pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui était à moi. Pas parce que je m'étais battu pour l'avoir, mais parce que quelqu'un que j'aimais m'avait fait assez confiance pour me le donner. Je me souviens d'être resté assise là à fixer l'avocat, avec l'impression que la pièce avait changé autour de moi parce que ce cadeau n'était pas seulement de l'argent ou une propriété, c'était la preuve que je comptais pour quelqu'un d'une manière qui ne pouvait être contestée. La réaction de mes parents lors de cette réunion aurait dû être un avertissement, mais j'ai essayé de ne pas le voir au début. Ils ont souri et m'ont félicité devant l'avocat, mais il y avait cette lueur dans leurs yeux, quelque chose de tranchant et de calculateur, comme s'ils réfléchissaient déjà à la manière de se l'approprier. Je me suis dit qu'ils étaient juste surpris, que peut-être j'interprétais mal parce que j'avais passé toute ma vie à m'attendre à être déçu, mais ce sentiment de malaise dans mon ventre ne voulait pas disparaître. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé avec ce ton trop doux qu'elle utilise quand elle veut quelque chose, me demandant si j'avais réfléchi à ce que j'allais faire de l'endroit. Je lui ai dit honnêtement que je n'étais pas encore sûr, que je voulais prendre un peu de temps pour décider, et elle s'est glissée dans la brèche comme si elle attendait l'ouverture. Les maisons comme ça sont difficiles à gérer, a-t-elle dit. Et ne serait-il pas préférable de nous laisser nous en occuper pour toi? J'ai ri pour écarter le sujet parce que c'est ce que je faisais toujours. Je rendais les choses légères pour ne pas avoir à admettre à quel point elles semblaient lourdes. Mais quand j'ai raccroché, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la possession déguisée en aide. C'était le premier soupçon de manque de respect, le premier signe que peut-être il n'allait pas laisser passer ça aussi facilement que je l'espérais. J'ai essayé de repousser cette idée au fond de mon esprit, mais quelque chose en moi, peut-être toutes ces années passées dans l'ombre, m'a dit que je devais être prudente cette fois. L'oncle Robert ne m'avait pas seulement laissé une maison. Il m'avait laissé quelque chose qui pourrait changer ma vie, et je n'étais pas sur le point de laisser quiconque me l'enlever. Pas même les gens qui m'ont élevé. Une semaine plus tard, ils se sont présentés à la maison de plage, non pas pour visiter,
non pas pour se remémorer des souvenirs, mais avec des airs suffisants sur le visage et un dossier dans les mains de mon père. Et avant même que je puisse demander pourquoi ils étaient là, il a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. Nous avons fait transférer l'acte de propriété. Tu pars d'ici vendredi. Je suis restée assise là, stupéfaite, à les regarder comme si mon cerveau refusait de traduire ce que mes oreilles avaient entendu. L'assurance dans leur voix, la certitude, la façon dont ils me regardaient comme si j'avais encore 15 ans et que je n'avais pas mon mot à dire. Cela m'a ramené brutalement à un vieux sentiment si vite que c'était presque physique. Pendant un instant, j'avais de nouveau 10 ans, on me disait quoi faire, on s'attendait à ce que j'acquiesce, on m'entraînait à disparaître pour que personne n'ait à gérer mes émotions. Sauf que cette fois, je n'avais pas 10 ans. J'en avais 27. Et quelque chose en moi a changé, de manière nette et irréversible. Il supposait que j'argumenterais. Je pouvais le voir dans la posture de mon père, les épaules carrées comme s'il avait répété un discours pendant le trajet. Ma mère inclinait la tête comme elle le fait juste avant de commencer à faire la leçon, ce faux regard patient comme si j'étais sur le point de m'embarrasser et qu'elle était prête à me sauver de ma propre incompétence. Mais je ne leur ai pas donné ce qu'ils attendaient. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas exigé de preuves. Je n'ai même pas demandé « comment ?» parce que la vérité était que le « comment » n'avait pas encore d'importance. Le manque de respect, si. Alors j'ai souri, juste un petit sourire. Et pour la première fois de ma vie, il n'avait pas l'air tout à fait aussi sûr d'eux. « Vivienne » a dit mon père, l'impatience coupant son ton calme. « C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Tu ne connais rien à l'entretien d'une propriété comme celle-ci. C'est compliqué. Assurance, impôts, rénovation. Ta mère et moi pouvons gérer ça. Nous avons déjà commencé la paperasse. Des acheteurs sont alignés. Tu en retireras quelque chose, toi aussi. » La façon dont il a dit, tu en retireras quelque chose. Comme on jette des restes à un chien. Comme si je devais être reconnaissante pour tout ce qu'il déciderait de me relancer après avoir pris tout le repas. Ma poitrine brûlait, mais j'ai forcé ma voix à rester stable. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et je me suis levé comme si la conversation était terminée, comme s'il n'avait pas juste essayé de réécrire ma vie en 3 phrases. Cela les a déstabilisés plus que n'importe quel cri ne l'aurait fait. Ma mère a tendu la main en passant près de moi, touchant mon bras avec ce sourire faux et doux qu'elle utilise pour enrober les insultes. Ne le prends pas mal, chérie. Ce n'est pas que nous ne te faisons pas confiance. C'est juste que tu n'as jamais été responsable avec les grandes choses. Elle s'est penchée comme si elle partageait un secret. Tu te souviens quand tu as vendu ta vieille voiture pour la moitié de ce qu'elle valait? Ou quand tu as abandonné tes études supérieures? C'est trop important pour que tu gâches tout. Chaque mot était un rappel de toutes les fois où il tenait un registre mental de mes soi-disant échecs tout en ignorant tranquillement comment je survivais sans leur aide. Peu importe que je travaillais 2 emplois à l'époque. Peu importe les soirs où je mangeais des céréales pour le dîner parce que le loyer passait avant tout. Peu importe le fait qu'ils avaient renfloué mon frère de sa 5e entreprise ratée et qu'ils l'appelaient toujours « ambitieux ». J'ai avalé l'amertume comme j'avais été entraîné à le faire, mais quelque chose dans le fait de me tenir dans cette maison de plage, entouré des photographies et des planches de surf de l'oncle Robert, rendait ces vieilles accusations différentes, moins vraies. Plus comme un script qu'il répétait pour me garder petite. Quand ils sont enfin partis, leurs mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Pendant des années, j'avais cru ces critiques, cru qu'ils avaient peut-être raison, que c'était moi qui ne maîtrisais pas tout à fait la situation. Mais j'ai traversé le salon lentement, touchant le bord de l'étagère où l'oncle Robert posait ses clés, regardant la photo décolorée par le soleil de nous deux sur la terrasse quand j'avais 16 ans, plissant tous les deux les yeux dans la lumière, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Je n'étais pas incompétente. On ne m'avait simplement jamais confié quoi que ce soit de valeur auparavant. Et maintenant, j'avais quelque chose qui comptait. La semaine suivante a été tendue. Ils appelaient tous les 2 jours avec de nouvelles suggestions qui sonnaient comme des ordres. Mon père m'envoyait des liens vers des agents immobiliers, me disant lesquels il pensait que je devrais utiliser. Ma mère passait avec des sacs de courses, prétendant être utile mais glissant des phrases comme « C'est un si grand endroit pour une seule personne, tu ne trouves pas ?» Mon frère aîné m'a même appelé, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois, et il n'a pas demandé comment j'allais. Il est allé droit au but. Maman et papa m'ont parlé de la maison, a-t-il dit, la voix décontractée, comme si c'était normal.
Tu sais, si tu es débordé, je peux t'en débarrasser. Je te laisserai même rester dans la chambre d'amis si tu veux. » J'ai ri amèrement après la fin de cet appel. Il l'a dit comme s'il me faisait une faveur. Le même frère à qui mes parents ont acheté une voiture neuve tout en me disant qu'il n'y avait pas assez d'argent pour m'aider avec le loyer pendant l'université. Le même frère qui a obtenu un prêt de leur part pour ouvrir un bar qui a fait faillite en un an. Mais d'une manière ou d'une autre, il était toujours l'espoir brillant de la famille tandis que j'étais l'exemple à ne pas suivre. Le favoritisme était si flagrant que ça faisait mal, mais cela a aussi éclairci ma vision. Ils ne voulaient pas la maison parce qu'ils en avaient besoin. Ils la voulaient parce que je l'avais. Parce qu'elle prouvait que l'oncle Robert voyait en moi une valeur qu'il n'avait jamais pris la peine de chercher. Plus je résistais poliment, calmement, plus ils devenaient agressifs. C'était comme si mon calme les rendait furieux parce que le calme signifiait que je n'avais pas peur, et ils avaient besoin que j'aie peur pour me contrôler. Un soir, ils sont arrivés à l'improviste de nouveau. J'étais sur le porche à regarder les vagues quand leur voiture s'est arrêtée, les pneus crissant sur le gravier comme un avertissement. Mon père a monté les marches, tenant ce même dossier rempli de papiers. « Vivienne » a-t-il dit fermement. « Nous avons été patients. Nous avons déjà déposé le transfert. Tu pars d'ici vendredi. Cela va arriver. Ne t'humilie pas en te battant contre ça. » Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, les lèvres courbées dans ce petit sourire satisfait qu'elle arbore chaque fois qu'elle pense avoir gagné. « C'est pour ton bien, chérie, » a-t-elle renchéri. « Nous te sauvons d'une énorme erreur. » C'était le point de rupture. Pas seulement qu'ils essayaient de prendre la maison, mais qu'ils essayaient de me faire croire que je ne pouvais pas la gérer, de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait. Ils ne volaient pas seulement une propriété. Ils essayaient de voler ma confiance, mon autonomie, mon droit d'être une adulte. J'ai senti mon poing se serrer, mais au lieu de crier, je me suis forcé à respirer. J'ai ouvert la porte moustiquaire, je les ai regardés tous les deux dans les yeux, et j'ai simplement dit « Nous verrons bien ». Puis j'ai fermé la porte. À l'intérieur, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas simplement à leur contrôle. Je planifiais. Ils pensaient avoir déjà gagné, que je me coucherais comme je l'avais toujours fait. Ils ne se doutaient pas qu'une semaine plus tôt, j'avais déjà commencé à m'assurer que cette maison était intouchable. L'avocat de l'oncle Robert m'avait aidé à mettre en place une fiducie. L'acte de propriété n'était même plus à mon nom. Je me suis appuyé contre le mur, souriant à moi-même en entendant leurs pas s'éloigner sur le porche. Ils pensaient que j'étais la même vieille Vivienne, l'enfant silencieuse qui ne ripostait jamais. Ils allaient avoir un choc. Et la véritable tension a commencé 2 jours plus tard lorsqu'ils sont revenus, car cette fois, ils ne sont pas venus seuls. 2 jours plus tard, j'ai entendu le crissement des pneus sur l'allée de gravier à nouveau, et je savais déjà que ça n'allait pas être simple. Je suis sorti sur le porche, m'attendant à voir mes parents pour une autre série de « Nous savons ce qui est le mieux », mais je me suis figé quand j'ai vu qui marchait derrière eux, 2 hommes bien habillés et une femme avec des porte-blocs et des dossiers en cuir, scannant la maison comme s'ils imaginaient déjà l'emplacement des meubles. Des agents immobiliers. Des acheteurs. Mon père m'a fait signe comme s'il les accueillait dans sa maison. Le bras de ma mère était passé sous le sien, son sourire étiré et poli, comme si elle organisait une journée portes ouvertes dont elle rêvait depuis des années. « Vivienne » a appelé mon père joyeusement, cette fausse chaleur enrobant chaque syllabe. « Viens rencontrer les gens qui vont prendre grand soin de cet endroit. » J'ai agrippé la rambarde du porche si fort que mes articulations ont blanchi. « Pardon ? » C'est la famille Martin, a renchéri ma mère, la voix dégoulinant de suffisance. Ils cherchaient une propriété exactement comme celle-ci. N'est-ce pas merveilleux, chérie ? Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Ils paieront le prix fort, et tu en retireras une belle petite somme. Assez pour un appartement quelque part de plus réaliste pour toi. Plus réaliste ? Comme si cette maison était trop grande pour mon ambition ? Les acheteurs ont souri poliment, sentant clairement quelque chose d'anormal mais ne sachant pas encore quoi. Mes parents ont continué comme si je n'étais même pas là. Mon père a ouvert son dossier et a feuilleté des papiers avec une autorité exagérée. Nous avons tout préparé pour la clôture. Juste quelques signatures, et cela pourra être bouclé rapidement. C'était comme être effacé en temps réel. Mes propres parents debout sur le porche de mon oncle, parlant par-dessus moi,
narrant un futur qui n'incluait pas ma voix. Toutes ces années à être mises de côté et rejetées me sont revenues de plein fouet, mais cette fois, la honte ne m'a pas englouti. Elle a brûlé proprement. Ils ont fait entrer les acheteurs. J'ai suivi, mon rythme cardiaque stable maintenant, presque étrangement calme. La planche de surf de l'oncle Robert était toujours appuyée contre le mur. Son vieux tourne-disque était dans le coin. Ma mère faisait des gestes dans le salon comme si elle commentait un magazine d'art de vivre. C'est un espace si charmant. Avec juste un peu de modernisation, ce sera parfait pour les réunions de famille. Des réunions de famille dans une maison qu'elle essayait de voler à sa propre fille. Mon père a ajouté, et la terrasse à l'arrière. Une vue incroyable. Parfaite pour les fêtes. Vivienne ne l'utilise jamais vraiment, donc vous en ferez meilleur usage de toute façon. C'était tout. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Ce n'est pas votre maison à vendre, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne le voulais, mais stable. La pièce s'est immobilisée. La mâchoire de mon père s'est serrée. Ne sois pas puérile, Vivienne. Nous te l'avons dit. Nous avons déposé le transfert. Cela va se faire, que cela te plaise ou non. Ma mère a secoué la tête avec cette pitié exaspérante. Chérie, tu nous remercieras plus tard. Tu n'es pas faite pour quelque chose comme ça. Nous te protégeons de toi-même. C'était là. Le même script, le même récit qu'il m'avait servi pendant des années. Vous faites une erreur, ai-je dit doucement. Ils ont ri. Vraiment ri. Ma mère s'est retournée vers les acheteurs. Ignorez-la. Elle est juste dépassée. Elle reviendra à la raison une fois que ce sera finalisé. Quelque chose de froid s'est installé en moi. Pas de la rage, pas de la panique, de la clarté. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que je paniquerais devant des étrangers et prouverais leur point de vue. Alors, je suis restée silencieuse. Je les ai laissés finir leur petite visite. J'ai laissé mes parents serrer des mains et promettre une clôture rapide. J'ai laissé les acheteurs croire que c'était légitime. Et quand la voiture des acheteurs est enfin partie, et que nous n'étions plus que tous les trois sur le porche, mon père m'a lancé ce sourire narquois que je n'oublierai jamais. Tu pars d'ici vendredi. Ne fais pas traîner les choses. C'est fait. J'ai souri en retour, calme, presque amusé. À l'intérieur, ma détermination s'est solidifiée en quelque chose d'incassable. Il ne s'agissait plus de défendre ma position. Il s'agissait de leur prouver enfin qu'ils avaient tort d'une manière qu'ils ne pourraient pas déformer. Après ce jour, tout a changé. Je ne pouvais pas oublier la suffisance sur leur visage, la façon dont ils faisaient défiler des étrangers dans le salon de mon oncle comme si j'étais une squatteuse attendant d'être expulsée. La semaine suivante, la pression s'est intensifiée. Appels, textos, plus de visites à l'improviste. Mon père m'envoyait des dates et des heures pour des visites comme si j'étais une assistante au lieu de la bénéficiaire. Ma mère laissait des messages vocaux dégoulinants de condescendance. Chérie, les déménageurs sont réservés pour vendredi. Emballe tes affaires essentielles, et nous t'aiderons pour le reste. Tu te sentiras tellement plus légère une fois que ce sera derrière toi. Plus légère, comme si être dépouillée de son autonomie était une sorte de thérapie. J'essayais de l'ignorer, mais leurs mots s'insinuaient partout. Je m'asseyais sur la terrasse en regardant les vagues et j'entendais leur voix résonner dans ma tête, tu n'es pas responsable. Tu n'as jamais géré quelque chose d'aussi grand. Tu vas tout gâcher. Les factures commençaient à s'empiler sur le comptoir de la cuisine, impôts fonciers, services publics, coûts d'entretien que l'oncle Robert avait gérés sans que je réalise le poids de la chose. Je fixais les chiffres et, pendant une seconde, le doute vacillait. Et s'ils avaient raison? Et si je m'accrochais à quelque chose de trop grand pour moi? Puis ils sont tombés plus bas. Un après-midi, je suis revenu de l'épicerie et mes clés ne fonctionnaient pas. La porte d'entrée ne voulait pas s'ouvrir. Je suis resté là, confuse, pendant 10 bonnes secondes avant de comprendre. Ils avaient changé les serrures. Mon sac de course a glissé de mes mains et a roulé sur le porche. Une note était scotchée sur la porte avec l'écriture de ma mère, c'est pour ton bien. Nous parlerons bientôt. Je me suis assise sur les marches, fixant cette note jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon. La maison brillait à l'intérieur, lumières allumées, mes parents se déplaçant dans des pièces qui légalement n'étaient pas les leurs. Pendant un instant,
je me suis senti écrasé. Comme si c'était la fin. Peut-être que je m'étais surestimé. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, garée près des dunes. L'océan rugissait au loin, et je fixais le plafond de ma voiture, pensant à l'oncle Robert, pensant à la fiducie, pensant à la minutie avec laquelle il avait tout planifié. Et c'est là que quelque chose a changé. Mes parents avaient toujours compté sur le fait que je céderais. Pression, honte, rappel de mes supposés échecs, jusqu'à ce que je craque. Mais cette fois, je n'avais pas envie de craquer. J'avais envie de calculer. Ils pensaient m'avoir enfermé dehors, mais ils ne se doutaient pas que l'acte de propriété n'était même plus à mon nom. Il se tenait sur du sable. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat de l'oncle Robert. C'est l'heure, ai-je dit. Il n'a pas semblé surpris. Quand je suis entré dans son bureau, il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Je suppose que les choses s'enveniment. » Ils ont changé les serrures, ai-je répondu. Ses sourcils se sont froncés. Sur une propriété qui légalement n'est pas à leur nom. Il a tapoté le dossier sur son bureau. Une bonne chose que nous ayons agi rapidement. Il a ouvert le dossier et a fait glisser les documents de la fiducie vers moi. La maison n'était pas simplement la mienne. Elle appartenait à une fiducie irrévocable avec lui comme fiduciaire. Personne ne pouvait la vendre, pas même moi, sans la structure appropriée, et certainement pas mes parents. Ils peuvent faire défiler les acheteurs autant qu'ils le veulent, a-t-il dit calmement, mais ils n'ont aucune autorité pour vendre ce qui ne leur appartient pas. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, j'ai ressenti quelque chose proche du soulagement. Pas un triomphe bruyant, juste de la stabilité, une preuve. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai laissé mes parents continuer leur spectacle. Ils ont programmé une autre visite. Les voisins m'envoyaient des textos à propos d'étrangers marchant dans la cour. Au lieu de paniquer, j'ai commencé à construire ma propre stabilité. J'ai pris un emploi dans une société de gestion immobilière locale. S'ils pensaient que je ne savais pas comment gérer une propriété, j'étais sur le point d'en apprendre chaque recoin. J'économisais chaque chèque de paie. Chaque soir, je m'asseyais sur le sable en regardant la silhouette de la maison de plage contre le coucher du soleil, me rappelant pourquoi je faisais cela. Madame Leroy, la voisine d'à côté, m'a apporté des biscuits un soir et a dit, « Ton oncle était fier de toi. Ne les laisse pas te prendre ça. » Cela comptait plus qu'elle ne le savait. Puis l'avocat a appelé à nouveau. Ils ont programmé une réunion de clôture la semaine prochaine, a-t-il dit. Et ils ne s'attendent pas à ce que nous soyons là. Pour la première fois, en pensant à affronter mes parents, je n'ai pas ressenti d'effroi. J'ai ressenti de la puissance. Ils croyaient qu'ils finalisaient la vente. Ils ne se doutaient pas qu'ils marchaient vers leur propre effondrement. La semaine précédant cette réunion a été la plus longue de ma vie, mais c'était aussi la plus concentrée que j'ai jamais été. Pour une fois, je ne me démêlais pas ou ne réagissais pas à n'importe quel stratagème que mes parents essayaient ensuite. Je me préparais. Chaque après-midi après le travail, je rencontrais Maître Moreau dans son bureau, passant en revue les documents de la fiducie ligne par ligne. Il m'expliquait chaque clause avec une précision patiente, expliquant comment l'oncle Robert l'avait structuré pour qu'aucune vente impulsive, aucune pression émotionnelle et certainement aucune interférence extérieure ne puisse l'emporter. La maison n'est pas seulement la tienne, m'a-t-il dit un soir, tapotant le document avec son stylo. Elle appartient à la fiducie, et la fiducie ne répond pas à tes parents. Cette phrase a résonné dans ma poitrine comme une armure se mettant en place. Pendant des années, j'avais eu l'impression de devoir leur répondre. Maintenant, légalement et émotionnellement, ce n'était plus le cas. Au travail, quelque chose d'autre changeait aussi. Mon patron a commencé à me confier plus de responsabilités, contrats de locataire, calendrier de réparation, prévision budgétaire, le genre de détails que mes parents insistaient pour dire que je ne pouvais pas gérer. J'ai fait des erreurs, bien sûr, mais je les ai corrigées. J'ai appris, j'ai grandi, et plus je devenais capable dans ce petit bureau près de la marina, moins leur voix résonnait dans ma tête. Pendant ce temps, mes parents ont intensifié les choses. Les messages de mon père sont devenus plus tranchants, tu t'humilies. Les acheteurs s'impatientent. Cette vente va se faire. Le ton de ma mère oscillait entre la culpabilité et une douceur sirupeuse, chérie, tu rends cela plus difficile que nécessaire. Si tu coopérais simplement, nous pourrions tous passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Le silence était ma stratégie désormais.
Laissons-les croire que je m'effondrais. Laissons-les croire que je me coucherais à la table. 3 jours avant cette réunion, Maître Moreau m'a montré le dépôt officiel tamponné par les services fonciers. La fiducie avait été enregistrée il y a des semaines. L'acte de propriété était sécurisé. Mon nom n'y était même plus directement attaché. Il était protégé derrière des murs juridiques dont mes parents ignoraient l'existence. Apportez ceci avec vous, a-t-il dit en faisant glisser le dossier sur le bureau. Vous n'aurez pas besoin de dire grand-chose. La paperasse parlera d'elle-même. Cette nuit-là, je me suis tenu sur la plage et j'ai regardé le clair de lune se répandre sur l'eau. Je pouvais voir la lueur des fenêtres de la maison de plage au loin. Ils étaient à l'intérieur, se félicitant probablement, planifiant l'agencement des meubles pour des acheteurs qui ne posséderaient jamais cette maison. Au lieu de la colère, j'ai ressenti quelque chose de plus froid. De la clarté. Le matin de la réunion, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Mes nerfs auraient dû être à vif, mais au lieu de cela, il y avait une stabilité tranquille en moi. Je me suis habillé simplement, chemisier boutonné, pantalon foncé, rien de voyant. Je n'étais pas là pour faire le spectacle. J'étais là pour y mettre fin. Maître Moreau m'a retrouvé devant le bureau de l'enregistrement. Il m'a fait un petit signe de tête. Prête ? J'ai hoché la tête en retour. Quand nous sommes entrés dans la salle de conférence, mes parents étaient déjà assis avec l'agent immobilier et les acheteurs. Le visage de ma mère s'est illuminé de ce plaisir suffisant à la seconde où elle m'a vu. Mon père s'est penché en arrière comme s'il présidait un couronnement. « Vivienne » a dit mon père doucement. « Content que tu aies pu venir. Nous finalisons tout aujourd'hui. Tu vas signer, récupérer ta part, et ce sera enfin terminé. » Je ne me suis pas assise immédiatement. J'ai d'abord posé le dossier sur la table, puis je me suis glissé sur la chaise en face d'eux. Maître Moreau s'est assis à côté de moi, l'expression illisible mais imposante. L'agent s'est éclairci la gorge. Monsieur et Madame Dupont nous ont assuré qu'ils sont les propriétaires légitimes, et nous sommes juste ici pour finaliser les signatures. Maître Moreau s'est penché en avant. Je crains qu'il n'y ait un malentendu. La pièce s'est immobilisée. Les Dupont ne sont pas, et n'ont jamais été, les propriétaires légitimes de cette propriété. Le sourire narquois de mon père a vacillé. De quoi parlez-vous ? Nous avons déposé le transfert. Maître Moreau a ouvert sa mallette avec un calme délibéré et a posé les documents de la fiducie sur la table. La propriété a été placée dans une fiducie irrévocable avant toute tentative de ce genre. En tant que fiduciaire, je confirme que Monsieur et Madame Dupont n'ont aucune autorité légale pour la vendre, la transférer ou la modifier de quelque manière que ce soit. La seule bénéficiaire est Vivienne Dupont. Le silence qui a suivi était étouffant. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon père a tenté d'attraper les papiers, seulement pour que Maître Moreau les fasse glisser juste hors de sa portée. C'est ridicule, a claqué mon père. Nous avons déposé des papiers auprès de l'enregistrement. Vous avez déposé des documents falsifiés, a répondu Maître Moreau d'un ton égal. Ce qui est un délit grave. Les acheteurs ont bougé sur leur siège. L'un d'eux s'est éclairci la gorge. Donc, cette vente est invalide ? Correct, a dit Maître Moreau. Il n'y a pas de vente. J'ai finalement parlé, ma voix était stable même si mon pouls rugissait dans mes oreilles. Vous avez essayé de m'enfermer hors de ma propre maison. Vous y avez fait défiler des étrangers. Vous m'avez dit que je devais partir avant vendredi. Et pendant tout ce temps, vous pensiez que je me coucherais comme je l'ai toujours fait. Les yeux de ma mère étaient grands ouverts maintenant, plus aucune douceur. Nous essayons de t'aider, a-t-elle insisté. Tu aurais tout gâché. Tu gâches toujours tout. Pour la première fois, cette phrase n'a pas fait mal. Elle semblait petite, prévisible. Vous ne décidez pas de ce que je gâche, ai-je dit doucement. L'oncle Robert ne vous a pas laissé cette maison. Il me l'a laissée parce qu'il croyait que je pouvais la gérer. L'acheteur s'est levé en murmurant des excuses à propos du malentendu. L'agent a suivi, le visage rouge. En quelques minutes, il n'y avait plus que nous et le poids de la vérité. Mon père s'est penché en avant, la fureur faisant trembler sa voix. Tu crois que tu as gagné ? Tu n'es toujours rien sans nous. Maître Moreau a fermé le dossier d'un coup sec. Au contraire, a-t-il dit calmement.
Ce que je vois, c'est une jeune femme qui se tient debout toute seule alors que vous deux avez tenté une fraude. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter autre chose. Mon silence suffisait. Nous sommes sortis de cette pièce et sommes entrés dans la lumière vive du soleil. Pendant un moment, tout a semblé irréel, comme si j'étais sorti d'une version de ma vie où j'étais toujours la moindre. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées se sont propagées. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre ville. L'oncle Robert était très apprécié. Les gens parlaient. Des murmures de documents falsifiés et de tentatives de fraude suivaient mes parents partout où ils allaient. La réputation soigneusement bâtie de mon père s'est fissurée. Le cercle social de ma mère a rétréci. Ils m'ont appelé au début, en colère, puis suppliant, puis silencieux. Je n'ai jamais répondu. Au lieu de cela, je suis retourné à la maison de plage. J'ai changé les serrures moi-même cette fois. J'ai repeint la terrasse. J'ai planté des fleurs devant. Chaque soir, je m'asseyais là où l'oncle Robert et moi avions l'habitude de regarder le coucher du soleil, sentant l'air salin s'installer dans mes poumons. Je n'étais plus la fille négligée. Je n'étais pas le personnage d'arrière-plan de leur histoire. J'étais l'auteur de la mienne. Et quand le ciel est devenu doré au-dessus de l'océan, j'ai chuchoté dans le vent, je l'ai gardé en sécurité, oncle Robert. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une ombre. Je me sentais solide. La maison était à moi. Mon avenir était à moi. Et mes parents.